Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Un peu d'histoire. L'histoire apprise à l'école nous a enseigné qu'il y a à peine un siècle, la carte géographique du continent africain comprenait au centre une immense étendue blanche sur laquelle on pouvait lire la mention « Terra Incognita, territoire inconnu ». Cependant, l'embouchure du fleuve Congo avait été découverte en 1485 par le navigateur portugais Diego Cá, et en 1597 déjà, un groupe de 1200 colons venus des Flandres, fuyant le joug du duc d'Albe, tentèrent en vain de s'installer dans la région de l'embouchure du fleuve. L'opinion publique européenne ne se mit à s'intéresser à l'Afrique centrale qu'à la suite d'un reportage paru en 1872 dans le New York Herald. Henry Morton Stanley, journaliste intrépide d'origine anglaise établi aux États-Unis, avait été envoyé à la recherche du docteur Livingstone qui ne donnait plus de ses nouvelles. Il le retrouva à Ujiji en 1881. Puis Stanley entreprit, le premier, de traverser l'Afrique inconnue de Zanzibar sur l'océan Indien à la côte atlantique. Il réussit de 1874 à 1876 en 999 jours. Stanley s'est fait construire un bateau en fer, démontable, que ses porteurs noirs pourront trimballer en pièces détachées en l'absence d'eau navigable, le Lady Alice. L'expédition de 230 hommes quitte Bagamoyo, côte Est le 12 novembre 1874. 2 mois plus tard, Edward Pocock, un des 3 compagnons blancs de Stanley, meurt du typhus à Sounia. L'expédition atteint le lac Victoria le 27 février 1875 et en fait le tour, durant 57 jours, dans une trentaine de pirogues, non sans livrer quelques batailles. Frederick Barker, un autre compagnon blanc de Stanley, y perd la vie. Le 6 juillet 1875, les survivants prennent la direction de l'Ouganda, découvrent le Rwenzori, les lacs qu'on nommera Albert et Edward, et atteignent le Tanganyika le 27 mai 1876. Après en avoir fait le tour en 51 jours, Stanley le traverse depuis Ujiji et entraîne les 129 hommes qui lui restent vers le Lualaba et le cœur du continent, totalement inconnu, point des Blancs. À Nyangwe, il rencontre Tipotip, jeune chef arabisé qu'il paye $5000 pour l'accompagner durant 3 mois dans la descente du fleuve. Tipotip dispose, lui, d'environ 700 hommes. Ils partent de Nyangwe le 5 novembre, traversent le Maniema, et se quittent dès la Noël 1876. Lorsque le fleuve est navigable, le Lady Alice est un abri précieux. Porteurs et soldats accompagnent dans des pirogues, souvent attachées ensemble, ou à pied le long de la rive. L'hostilité des habitants se fait de plus en plus farouche aux abords des rapides et des chutes qui seront baptisées plus tard Stanley Falls, en amont de l'actuel Kisangani, et qui seront franchis du 6 au 28 janvier 1877. À Laruimi, un affluent puissant du Congo, l'expédition de Stanley fut attaquée par une flottille de pirogues géantes. Il en résulta une véritable opération amphibie. Avant de se réembarquer, les hommes de Stanley découvrirent une sorte de temple dont le toit reposait sur 33 défenses d'éléphants. En plus de cet ivoire, une centaine d'autres objets de la même matière furent emportés comme butin. Stanley put constater chez cette population un sens profond de la décoration d'armes et d'objets divers, d'usage courant. Il estima que son sens artistique était plus développé que celui de n'importe quelle autre tribu, qu'il avait appris à connaître au cours de son voyage sur le fleuve Congo. L'anthropophagie sembla elle aussi être une des caractéristiques de ce peuple prospère et développé. Le passage de l'expédition était salué partout par les cris « Viande, viande !». Stanley ne croyait pas que son aventure serait un jour connue du monde. Quand il en avait parlé avec Livingstone, celui-ci lui avait dit que descendre le Lualaba était une entreprise dénuée de sens. Pourtant Stanley, s'accrochant à son destin, continua à remplir ses petits carnets de notes. Et l'espoir réapparut bientôt. Le 8 février, un chef confirma, ce dont Stanley par ailleurs ne doutait plus depuis son départ des Stanley Falls, que le grand fleuve qu'il descendait était le même que le mystérieux Congo. On découvrit chez une des tribus le long du fleuve 4 vieux mousquetons portugais, ce que les membres de l'équipage considérèrent comme un indice favorable, et ils en conclurent qu'ils étaient sur le bon chemin plus loin. Ils constatèrent que le nombre d'armes à feu employées par les indigènes était de plus en plus grand. Stanley livra son avant-dernier combat contre les Bangala, le 31e qu'il avait eu à soutenir contre les populations établies le long de la grande voie d'eau.
La rencontre fut sanglante, la plus dure de tout le voyage. Il n'est pas étonnant que c'est au sein de cette population que furent recrutées les premières troupes indigènes pour les farces de police congolaises. Poursuivant sa descente vers l'ouest puis vers le sud, le fleuve reçoit par sa gauche une puissante rivière dénommée Kasaï, puis il s'engouffre dans un chenal coincé entre des rives plus escarpées, quelques dizaines de kilomètres en aval, après le village de Maluku. Toutes ces eaux tumultueuses débouchent majestueusement dans une vaste plaine, formant un immense lac parsemé d'îles, que Frank Pocock, le dernier compagnon blanc survivant avec Stanley, baptisa Stanley Pool. Puis ce sont les terribles cataractes, 32 rapides infranchissables qui le contraignent à tailler un chemin pour ses porteurs et les segments de sa Lady Alice, jusqu'au prochain biais navigable. Il y perd beaucoup d'hommes, dont son boy favori Kalulu et son dernier compagnon blanc Frank Pocock. L'expédition est épuisée. Stanley écrivit le 4 août 1877 sa missive bien connue, à n'importe quel gentleman d'expression anglaise à Amboma, dans laquelle il exposa sa situation lamentable. Un texte franc-cri et un texte espagnol y furent ajoutés et confiés à des indigènes, qui avaient promis de se rendre à Boma pour alerter les négociants blancs qui y étaient établis. Quelques-uns de ces hommes les accompagnèrent factoreries et comptoirs, envoyèrent les provisions nécessaires pour remettre sur pied l'expédition affamée. L'arrivée de Stanley à Boma a créé la stupeur. Disparu depuis près de 3 ans, il avait réussi à traverser le continent inconnu et avait découvert le tracé du fleuve depuis le nord du Katanga. L'un des tout premiers à adresser à l'explorateur un message de félicitations pour ses exploits, ce fut le roi Léopold II. Stanley raccompagna ensuite ses vaillants Zanzibarites. Il ne restait plus que 115 survivants de son expédition, chez eux, mais cette fois en bateau par le cap de Bonne-Espérance. Lui-même quitta Zanzibar pour l'Europe le 13 décembre 1877. À son retour d'Afrique, Stanley voulut d'abord confier ses découvertes à son pays d'origine, la Grande-Bretagne, mais la reine Victoria ne lui parut pas intéressée. Alors Stanley accepta les offres de Léopold II, qui s'était empressé de lui dépêcher un émissaire à ce sujet. Le souverain belge avait des visées sur l'Afrique, alors que les grandes puissances européennes, Allemagne, Grande-Bretagne, France, ne tenaient pas à laisser les petites nations jouer dans la cour des grands. Léopold II avait eu l'initiative de manifester son intérêt pour cette terra incognita au cœur du continent africain. Il avait financé et réuni, à Bruxelles en septembre 1876, une conférence géographique, qui créa l'Association internationale africaine, AIA. Son but était d'explorer la région inconnue, d'y apporter la civilisation occidentale et d'y supprimer l'esclavage. Des arrière-pensées économiques n'étaient pas absentes. Il faut à la Belgique une colonie. Pour que ces terres ne tombent pas en possession d'un autre pays, le roi s'ingénia à tresser l'un des premiers traités multinationaux. Les grandes puissances conviendront d'internationaliser l'Afrique centrale, sous une autorité personnelle, Léopold II, mais avec certains pouvoirs et attributs d'un État, tels qu'un drapeau, la bannière bleue avec en son centre une étoile dorée. De tous les comités nationaux créés pour réaliser les buts de l'AIA, le plus actif fut assurément celui de la Belgique, sous l'impulsion du roi, notamment en prenant possession des rives du lac Tanganyika et de l'estuaire du fleuve Congo. En recevant Stanley, le roi Léopold II lui proposa un contrat avec l'AIA, mais plus précisément au nom du comité d'études du Haut-Congo, qu'il avait créé pour mieux réaliser ses projets suite aux atermoiements d'autres sections de l'AIA. Le roi finança une mission d'exploration confiée à Stanley. C'était son deuxième voyage en Afrique. Il établit sa base à Vivi, un peu en amont de Matadi, puis il remonta cette fois le fleuve en s'efforçant d'ouvrir une piste. Sa caravane mit un an pour atteindre le Stanley Pool à Pumbu le 1er décembre 1881. Surfant sur la situation, le comité contrôlé par le roi reprit à son compte le drapeau étoilé d'or et transforma en 1882 l'AIA en Association internationale du Congo, AIC. Entre-temps, l'explorateur italien Savorgane de Brazza pénétrait dans le nord du Bas-Congo, au nom de la France qui s'inquiétait de l'activisme léopoldien. C'est alors que le souverain belge eut une idée géniale. Il proposa à la France d'hériter, au cas où son œuvre échouerait, de tous ses droits en Afrique par droit de préemption. Jules Ferry, président du Conseil français, fut enthousiasmé. Mais pour tromper l'ardeur française,
les Britanniques et les Allemands se rangèrent du côté de Léopold et le roi des Belges joua très serré pour contenir les prétentions britanniques et françaises et gagner la sympathie de Bismarck. Ce dernier accepta de convoquer et de présider la conférence de Berlin, qui se tint du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, et a réuni 14 puissances soucieuses de s'entendre pour apaiser leur rivalité en Afrique. À l'issue de la conférence, les 28 et 30 avril 1885, Léopold II fut autorisé à porter le titre de fondateur de cet empire, ou roi de l'État indépendant du Congo, Ezissé, qui fut proclamé le 1er juillet 1885 à Vivi, première capitale administrative du pays. Celle-ci sera fixée à Banana, puis à Boma, et finalement à Léopoldville en 1936, en attendant son transfert probable à Loulo-Abour, selon le vœu émis à la table ronde politique de Bruxelles en 1960. Les États-Unis, qui voulaient jouer aux promoteurs et aux protecteurs de la moralité internationale, se révélèrent un allié précieux. Ils furent représentés à Berlin par l'explorateur Stanley et par le militaire et diplomate Sandforce, tous deux inconditionnels du roi des Belges. Il lui avait rendu un précieux service en obtenant de Washington la reconnaissance, dès le 22 avril 1884, du caractère souverain de l'Association internationale du Congo, ce qui permit à Léopold II de se créer un État indépendant des puissances coloniales européennes et d'échapper à leur sordide rivalité commerciale. Le commerce y sera libre et les États-Unis pourront y avoir leur part. Paradoxalement, le gouvernement belge fut le tout dernier à proclamer cette reconnaissance, le 23 février 1885, 3 jours avant la fin de la conférence. L'État indépendant du Congo devient colonie belge. La Constitution belge prévoit art. 62 que le roi ne peut être à la tête d'un autre État sans l'assentiment des deux chambres. Députés et sénateurs vont l'y autoriser, 28 et 30 avril 1885. Mais les deux États restaient bien distincts l'un de l'autre sur les plans financiers, militaires, diplomatiques. Le Congo était gouverné directement depuis le palais de Bruxelles, par l'entremise des collaborateurs et agents du roi. C'est sous son autorité personnelle qu'était placé le destin de l'Afrique centrale. Le gouvernement et les chambres belges ne pouvaient s'immiscer dans ses décisions et ses entreprises congolaises. Il investit sa fortune personnelle dans ses projets, créant diverses sociétés à charte dont les bénéfices devaient financer son œuvre. Or, ses ambitions mégalomanes lui coûtaient cher et dès 1889, il gagea son EIC pour arracher un emprunt de l'État belge. Sur le conseil de Stanley, qui estimait que sans un chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny, il lança la réalisation de 1889 à 1898 d'une voie ferrée de Matadi vers le Poul. Sa construction coûta la vie à plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Blanc et noir, un blanc a succombé pour chaque kilomètre tandis qu'un noir périssait pour chaque mètre de voie ferrée. Les agents de ces sociétés, à la fois administrateurs, boulamatari et commerçants, achats de raffia, caoutchouc et surtout ivoire, vente de produits manufacturés en Europe, jouissaient d'une grande autonomie. Les missionnaires, principalement catholiques, furent associés à cette œuvre pour évangéliser les populations païennes. Encouragés par Monseigneur Lavigerie, les Pères blancs s'installèrent dans l'est du pays, les Pères de Cheute dans l'ouest et le centre. L'œuvre des missions était financée par l'Ezissé, qui leur concédait des terres d'élevage et de culture. Les protestants se sont très peu impliqués, sans doute par manque de soutien de la part de l'EIC, mais surtout à cause de l'hostilité des prêtres catholiques. La possession de Léopold II procura à la Belgique un nouveau gage d'existence, contre le rêve d'annexion que nourrissait la France à son égard. Bismarck n'a-t-il pas révélé qu'en 1886 Napoléon III lui avait instamment demandé de reconnaître à la France le droit de reconquérir la Belgique ? Le chancelier n'a dit ni oui ni non, mettant soigneusement sous clé le document proposé par l'empereur des Français. Au moment de la guerre de 1870, Bismarck ressortit la proposition pour l'ajouter aux arguments justifiant l'agression prussienne. Léopold il avait placé au Congo une large part de son ambition et de ses rêves de grandeur, mais il ne visita jamais son empire. Coincé par les dettes, il dut engager tous ses droits sur le Congo en échange d'une aide indispensable de la part de l'État belge,
Il était toutefois convaincu de contribuer ainsi à assurer à la Belgique des débouchés indispensables à son industrie, et d'ouvrir à son activité économique des voies nouvelles. Mais avant de céder le Congo à la Belgique, le roi avait créé une société dénommée Fondation de la Couronne, nantie en propriété tout à fait privée d'une vaste part du territoire congolais, dont la rentabilité se basait sur l'ivoire, le copal, le caoutchouc. Les multiples produits du domaine alimentaient la fondation, qui servait à réaliser en Belgique certains projets grandioses. Citons par exemple les arcades du cinquantenaire, le musée de Tervuren, le domaine de Laken, et ses statues équestres qui se dressent sur diverses places de Belgique et du Congo. Fief personnel de Léopold II, roi des Belges, le pays avait hérité du drapeau européen de l'Ala, fond bleu frappé d'une étoile dorée, et reçu un hymne national propre, vers l'avenir, voire annexe 1, qui commençait par ces mots. Le siècle marche et pose ses jalons, nous marquant une étape nouvelle. Le siècle en marche, ce fut le rush du monde industriel sur le caoutchouc, après l'invention du pneu par Dunlop. Vers 1895, le roi commençait à entrevoir le succès financier de son entreprise. Mais c'était trop tard. Ses énormes dettes à l'État belge étaient échues. Et en Ésicée, la récolte du latex de liane par les indigènes avait été poussée avec des méthodes de contrainte telles qu'un scandale international éclata. Léopold II rêvait de mourir riche, mais il s'ingénia à disperser son immense fortune dans une nébuleuse de fondations, sociétés immobilières ou autres à travers l'Europe, pour ne rien laisser à ses 3 filles Stéphanie, Louise et Clémentine, avec lesquelles il s'était brouillé à jamais. La Belgique hérita de ce qui n'avait pas été dilapidé par sa jeune maîtresse Caroline, avec laquelle il avait eu 2 fils. Très rusé, Léopold II voyait aussi plus loin que tous les autres qui ne le lui ont jamais pardonné. C'est ainsi qu'en 1937, lorsqu'Hitler menaçait toute l'Europe, Chamberlain, Premier ministre britannique, essaya de l'endormir en lui proposant la moitié du Congo en échange de la paix en Europe, croyant à une revanche tardive. Mais Hitler voulait autre chose et se méfiait des promesses des Anglais. Quant aux Français, quand la Belgique donna l'indépendance au Congo, le ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, M. Couve de Murville, interpella l'ambassadeur de Belgique à Paris pour lui rappeler le droit de préemption sur le Congo accordé à la France par Léopold II en 1884. Il l'assura qu'il n'envisageait pas pour le moment d'user de ce droit, mais sans doute la France n'avait-elle pas perdu l'idée de supplanter la Belgique dans l'Afrique post-coloniale. L'annexion par la Belgique, en 1908, de cette immense et riche colonie consolida l'existence du petit royaume coincé entre ses grands voisins d'Europe, notamment lors de la guerre mondiale, lui permettant de financer l'effort de guerre et d'être le seul pays à en sortir sans aucune dette. Ce sera le prix de l'aide de la force publique qui vient au secours des Anglais menacés en Rhodésie, puis qui participe à la conquête du Cameroun avant de s'attaquer aux gros morceaux. L'Est africain allemand. La guerre de 1914 à 1918 à Forterne raffermit la position belge en Afrique. En effet, Londres a dû reconnaître l'annexion de la colonie belge, ce qu'elle se refusait à faire jusqu'en 1913. Sans oublier les livraisons de cuivre, d'or, d'huile de palme et de caoutchouc, puis surtout celle d'uranium de Shinkolobwe, Katanga, qui permit l'étude et la fabrication des premières bombes atomiques, qui mirent fin à la Deuxième Guerre mondiale. Le 28 novembre 1907, Léopold II avait signé un traité cédant son Ésicée à la Belgique. Mais les Belges étaient très divisés sur la question. Ce n'est que peu avant la mort du roi, le 18 octobre 1908, que le Parlement a ratifié ce traité devenu la Charte coloniale. Ce jour-là, le Congo a cessé d'être un État indépendant pour devenir une colonie belge. Depuis lors, sous le contrôle du Parlement, le Congo fait partie intégrante du nouveau système et c'est le législateur belge qui fait adopter le budget annuel de la colonie, autoriser des emprunts et charges extraordinaires, approuver tout traité. 15. Toutefois, l'article 1er stipule que le Congo belge a une personnalité distincte de celle de la métropole. Une loi belge n'est applicable dans la colonie que si un décret ou une loi coloniale le stipule expressément. Quant au budget, ce même article établit un cloisonnement entre l'actif et le passif des 2 territoires. En 1925, quand la Belgique se verra attribuer par la Société des Nations le gouvernement sur le Rwanda-Urundi, ex-colonie allemande,
ce territoire sera rattaché administrativement sous quelques réserves au Congo belge dont il formera un vice-gouvernement général. Ici encore, les budgets seront strictement séparés. On a rarement relevé le fait que le Katanga aussi jouissait d'un statut à part. Dès 1891, Léopold II avait concédé l'occupation administrative et l'exploration du Katanga à la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, CCCI, dirigée par Albertis, par ailleurs maître d'œuvre de la fameuse voie ferrée de Matadi au Poul. Cette société privée s'associa en 1900 à l'ELC, pour créer le Comité spécial du Katanga, CSK, qui géra cette vaste et riche région, y compris les forces armées, sans aucun contact avec Boma qui était alors la capitale de l'État. Quand la Belgique prit le contrôle de la colonie, elle mit fin en 1910 à une telle autarcie, mais elle érigea pour le Katanga un vice-gouvernement à Elisabethville, très peu inféodé au gouverneur général de Boma. Le premier vice-GG a été le représentant du CSK, le major Ewangerme. Il garda son autonomie législative. L'art. 2 de la charte coloniale garantit une série de libertés individuelles à tous les habitants de la colonie. En théorie, celles-ci seront habituellement méconnues aux Congolais. C'est l'art. 4 qui établit les catégories sociales. D'une part les Belges, les Congolais immatriculés et les étrangers, qui jouissent de tous les droits civils reconnus par la législation du Congo belge. D'autre part les indigènes de la colonie non immatriculés, qui jouissent des droits civils qui leur sont reconnus par la législation et par l'ordre public. Les indigènes de pays voisins non immatriculés étaient assimilés à cette seconde catégorie. Une commission pour la protection des indigènes est instituée par l'art. 6 pour surveiller la vie sociale, publique ou privée. Selon Crawford Young, elle devait être une sorte de censeur moral, dénonçant toute exploitation de la population africaine. C'est elle qui a conçu et mis en œuvre l'immatriculation en vue de réduire les inégalités raciales. Créée par la loi dès 1898, une ségrégation résidentielle organise une séparation stricte entre quartiers des Blancs et des Noirs, à l'exception des Boïris, annexes réservées aux domestiques dans les parcelles de Blancs. Doublée d'un couvre-feu, cette ségrégation sera levée en février 1959, sans grand effet d'ailleurs, 1 an et demi avant l'indépendance. Une autre discrimination, celle de l'enseignement, a été levée en 1950 pour un petit nombre d'enfants congolais admis dans les écoles pour blancs aux grandes dames de main européens. Pourtant les élèves noirs étaient filtrés par une procédure humiliante. Une commission spéciale passait au crible non seulement leurs qualifications scolaires mais aussi le standing de leur famille et leur hygiène. Quant à l'emploi, la discrimination s'est maintenue jusqu'à l'indépendance et même bien après, notamment en matière de rémunération. L'art. 7 de la charte coloniale donne au roi des Belges quasi les pleins pouvoirs. Le roi exerce le pouvoir législatif par voie de décret, sauf quant aux objets qui sont réglés par la loi. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, une loi du 7 septembre 1939 a même donné au roi des pouvoirs spéciaux pour le Congo belge et le Rwanda-Urundi. C'est le Parlement belge qui doit voter le budget du Congo. Mais selon Seyung, ceci devint un rituel strictement pro forma. Non seulement l'administration avait le droit de transférer des sommes d'un poste à elle à outre du budget, mais de plus, il arrivait souvent que le budget ne passait au vote que 6 mois après le début de l'année fiscale. Jusqu'à l'apparition des premiers troubles, le Congo n'intéressait le Parlement que lorsqu'il demandait des subsides. 20. L'art. 24 crée toutefois un organe à vocation législative, le Conseil colonial, groupe de vétérans du Congo, magistrats, administrateurs, agronomes, ingénieurs, missionnaires, appelés à faire office de conscience du système. Toutes les mesures considérées comme législatives doivent y être traitées. Mais le pouvoir exécutif appartient encore au roi, étant entendu que la Constitution belge dispose qu'aucun acte du roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un de ses ministres qui par cela s'en rend seul responsable. Le gouvernement belge compte donc un ministre des colonies, nommé et révoqué par le roi. Sur place, le gouverneur général dispose dès 1920 d'une administration très dense, et d'ailleurs performante, qui atteindra au moment de l'indépendance quelques 10 000 agents dans l'ensemble de la fonction publique, officiers de l'armée ou de la police, magistrats, administrateurs. Très peu sont des Congolais, faute d'une politique d'africanisation des cadres.
Au sein de l'administration, quelques rares Congolais avaient pu accéder à des postes importants. Joseph Yumbu, leader Abako qui en fut président S durant la détention de Kassavubu en 1959 à la prison de Ndolo à Léopoldville. Bolamba, le futur secrétaire d'État à l'information de Lumumba, fut éditeur de la revue La Voix des Congolais sous l'égide de l'administration avant d'être nommé par le ministre Buisseret attaché au ministère des Colonies à Bruxelles. Bolikango fut nommé en 1959 commis adjoint au département de l'information de L'. Administration centrale à Léopoldville, poste que l'on peut considérer comme étant le plus élevé qu'un noir ait occupé avant l'indépendance. Alphonse Sita devint commissaire à la jeunesse au début de 1960. Julien Kassongo, futur secrétaire particulier du Premier ministre Adoula, fut nommé attaché de cabinet par Van Emmelrijk, ministre des colonies et le resta sous son successeur de Schrijver. Théodore Itzumbuir occupa un poste analogue sous le gouverneur général Cornelis. Hubert Sangara fut nommé membre du conseil d'administration de la Sabena. Au plan judiciaire, l'art. 29 de la Charte coloniale stipule « Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les tribunaux siégeant dans la métropole et les sentences arbitrales exécutoires en Belgique ont dans la colonie l'autorité de la chose jugée et y sont exécutoires de plein droit. Les actes authentiques exécutoires en Belgique sont exécutoires de plein droit dans la colonie. L'inverse ne sera établi que par une loi du 15 avril 1924. Au terme de l'art. 30. Quiconque poursuivi pour une infraction commise dans la colonie sera trouvé en Belgique, y sera jugé par les tribunaux belges conformément à la loi pénale coloniale, mais dans les formes prévues par la loi belge. Les peines de servitude pénale prévues par la loi coloniale sont, suivant leur durée, remplacées par des peines d'emprisonnement, de réclusion ou de travaux forcés de même durée. Comme insigne du pouvoir colonial, l'art. 35 autorise le Congo belge à utiliser la bannière et le sceau dont s'était servi l'État indépendant du Congo, qui lui-même l'avait repris officiellement de l'ALC, le 21 juin 1887. Ce drapeau bleu clair avec une étoile d'or au centre sera repris à l'indépendance, en y ajoutant 6 petites étoiles d'or symbolisant les 6 provinces héritées de la colonie. La charte coloniale du 18 octobre 1908 sera abrogée par la loi fondamentale, élaborée et votée en mai 1960 par les autorités belges, et promulguée par le roi. Constitution provisoire du nouvel État du Congo indépendant, elle comportait une partie relative aux structures politiques du Congo, promulguée le 19 mai 1960, et une partie relative aux libertés publiques, promulguée le 17 juin 1960. Le Congo belge sera considéré comme une colonie modèle, une oasis de paix et de prospérité dont les Belges s'enorgueillissent. Leurs souverains n'ont pas manqué de venir sur le terrain admirer l'œuvre de leurs ancêtres. La Belgique veut ouvrir une ère nouvelle de progrès en faveur des indigènes. Le roi Albert Ier, successeur de Léopold II, déclare : c'est en relevant le niveau moral des indigènes, c'est en n'ignorant pas leur situation matérielle, c'est en combattant les maux dont ils souffrent, c'est en multipliant aussi rapidement que possible les voies de communication que nous assurerons l'avenir du Congo. 24. Premier monarque à visiter la colonie, en 1928 avec la reine Élisabeth, il fait poser quelques jalons dont le souvenir est encore vivace. La première maison en briques cuites, construite par des maçons militaires venus tout exprès de Belgique, on peut la visiter, dans une palmeraie tout près de la ville de Boma, au Mayumbe, l'hôtel Métropole de Matadi, l'hôtel des Palmes à Port-Franqui, Ilbo. Ces édifices sont construits pour servir de logement à la famille royale de passage. Le voyage royal coïncide avec l'inauguration du chemin de fer Bakongo-Katanga, BCK, qui relie la province du Cuivre au port d'Ilbo, alors Port-Franqui, sur le Kasaï. Son fils, Léopold, y était venu dès 1925 et devenu roi, il y séjournera souvent. Le prince Charles, son frère, viendra en 1947 en tant que régent du royaume. Quant au roi Baudouin, son premier voyage triomphal à travers tout le pays, en 1955, restera longtemps gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. On le surnomme alors Bwana Kitoko. En décembre 1959, il effectue un second voyage, en pleine agitation politique pour l'indépendance. Une troisième fois, le 30 juin 1960,
le roi vient personnellement entériner la souveraineté du pays redevenu indépendant sous le nom de République du Congo. Enfin, en 1970 et 1985, le roi Baudouin revient pour assister au 10e et 25e anniversaire de l'indépendance. Nous aurons l'occasion d'en reparler. La société coloniale. La colonisation a été menée d'une main de fer, gantée de velours. L'autochtone du Congo belge, appelé péjorativement sujet congolais ou belge selon le cas, vivait dans une sorte de vase clos sans le moindre contact avec le monde extérieur. Même dans son propre pays, l'autochtone devait détenir pour se déplacer hors de son territoire de résidence, un permis de mutation ou feuille de route en règle pour une durée bien déterminée. Faute de respecter le délai autorisé, il était considéré comme irrégulier et passible de condamnation sévère. Parfois, des miracles s'opéraient de façon inattendue. Un cas exceptionnel que j'ai vécu se termina heureusement en beauté. En effet, en juillet 1951, je suis parti en congé au Kasaï, chez mes parents, accompagné de toute ma famille. Au cours du voyage à bord du bateau courrier Luxembourg, j'ai fait la connaissance d'un passager charmant, Charles Moulangou, qui s'intéressa à moi au point de m'inviter à passer quelques jours de vacances à Tchimboulou où il dirigeait un centre hospitalier en qualité d'assistant médical. J'y suis arrivé un samedi soir à minuit. À la gare, un comité d'accueil m'attendait. Une soirée était organisée en mon honneur avec la bourgeoisie locale. Mon hôte avait bien arrangé les choses. Pierre Dikamba, chef du centre, a mis son vélo à ma disposition pour mes déplacements. Dimanche matin, nous nous sommes rendus à la messe à Chidimba, premier poste de mission confié aux abbés autochtones, à 7 km de Tchimboulou. Après la messe, une brève réception fut organisée par nos hôtes, puis nous nous sommes rendus chez le chef du centre où m'attendaient tous les frères de ma tribu, les Bakwa Kalonji. Le chef lui-même me réserva un accueil très chaleureux, j'en garde un souvenir inoubliable. Mais dans cette euphorie de plaisir, personne n'a songé à faire régulariser officiellement mon séjour. Ce n'est qu'au moment de repartir que nous nous en sommes rendus compte. J'ai alors envoyé mon livret d'identité, avec un mot de recommandation du chef du centre, chez le premier commis du territoire de Dibaya, situé à une dizaine de kilomètres, par l'huissier des postes qui assurait une liaison quotidienne entre la gare et le chef-lieu. Vendredi soir, pendant la soirée d'adieu organisée à mon intention, un message du territoire m'informe que mon livret est retenu par l'administrateur-chef du territoire, le commandant Brahor, qui veut me voir en personne. Panique générale. La sévérité de cet homme est notoire. Samedi matin, revêtu de mon plus beau costume 3 pièces, nœud papillon au cou et panama blanc sur la tête, j'enfourche le vélo pour aller au territoire, en passant par la poste où je veux saluer le percepteur, Alphonse Kivoudi, originaire du Bas-Congo. Tandis que nous causons, il me montre le commandant en face dans un garage et il ajoute : « Si celui-ci ne rentre pas au bureau avant midi, comment allez-vous vous tirer d'affaire puisque samedi après-midi est chômé et que votre train part ce soir même ?» Je décide donc d'aller aborder l'administrateur sur place. Le percepteur me déconseille une telle audace qui risque de me coûter cher vu sa réputation, mais je cours le risque. Je l'aborde au moment où il va démarrer sa voiture. Aux alentours, les passants s'arrêtent pour observer la scène avec anxiété. Je fais un signe de la main à l'administrateur, qui sort la tête de sa voiture et me demande ce que je veux. Je réponds que je suis le titulaire du livret qu'il a retenu. Alors il ouvre la portière, sort de la voiture et me fixant sévèrement, me demande : « Comment se fait-il que tu te trouves dans ce territoire sans te présenter aux autorités ? Aléo, est-ce comme ça que cela se passe ? » Je réponds calmement que d'abord, le chef-lieu du territoire est trop loin pour moi. Un étranger dans la région, qu'ensuite à Léopoldville, lorsqu'un étranger arrive, c'est son hôte qui s'occupe des démarches administratives sans qu'il se dérange. Il me rétorque : « Chez nous, nous tenons à ce que chaque visiteur se présente personnellement pour accomplir ses formalités. À propos entre nous, ajoute-t-il, s'il t'arrivait quelque chose, comment veux-tu que nous puissions intervenir pour t'aider si nous ignorons ta présence ici ? » Je lui présente mes excuses pour ce manquement, lui promettant d'être plus vigilant à l'avenir. L'administrateur me dit enfin : « Va au territoire et demande au commis-chef Alphonse Kabasele de te rendre ton livret, je l'ai déjà signé. Il est au coin supérieur gauche de mon bureau. »
Il me serre vigoureusement la main et me souhaite un bon voyage. Alors les applaudissements fusent de tous côtés de la part des badauds stupéfaits de la scène. Au même moment, un camion STA passe, l'administrateur l'arrête et ordonne au chauffeur de me conduire au territoire, puis de me ramener à Tchimboulou. Imaginez la tête du commis-chef du bureau du territoire. Il n'en croyait pas ses oreilles et il a conclu que mon audace méritait d'être arrosée. Joignant le geste à la parole, il m'a invité au premier bistrot du coin, en compagnie de tous les commis du territoire. Cette aventure a alimenté pendant longtemps les conversations dans la région. Il existait aussi des zones interdites où des autochtones ne pouvaient s'aventurer sans autorisation. Ainsi, des émigrés ou leurs descendants n'étaient autorisés à passer des vacances dans leur région d'origine auprès des leurs que sous contrôle policier. L'avion Sabena assurant la liaison Léo-Bakwanga, Mbujimayi, devait débarquer son steward noir à l'escale de Luluabour, Kananga et le récupérer au retour. Circuler près d'un bureau territorial ou d'une habitation d'Européens devait se faire sans bruit, et en présence d'un blanc, l'indigène ôtait son couvre-chef. Toute association, fût-ce d'entraide mutuelle, était soumise à une autorisation préalable. Un exemple, une nouvelle association ADIDEL, par arrêté N86-1958 du 11-10-58, le premier bourgmestre de Léopoldville a autorisé sous le numéro 371-262 la constitution de l'Association des instituteurs de l'enseignement libre du Congo belge et du Rwanda-Urundi, autrement nommée ADIDEL. Dans la capitale, jusqu'en 1959, un administrateur adjoint était chargé du contrôle régulier de leurs activités et des rapports mensuels que le président était tenu de présenter. Le moindre mouvement de revendication sociale était réprimé avec violence. Ce fut le cas des agitations sociales qui se sont produites pendant la guerre 40-45, à Élisabethville, suite à la grève des mangeurs de cuivre, surnom du personnel de l'Union minière, en décembre 1941, à Luluabour, où la garnison se mutina contre le projet de vaccination des unités de la force publique, le 20 février 1944, ils croyaient qu'on voulait les empoisonner. Il y eut encore les manifestations des dockers à Matadi, en novembre 1945. Tous ces mouvements furent réprimés dans un bain de sang. On ne reconnaissait aux Noirs que le droit de travailler et de se taire. Le Congo belge a été un véritable empire du silence. Tous ses habitants en étaient victimes, y compris les Blancs. Mais pour ces derniers, en cas de dérapage, les sanctions étaient discrètes pour ne pas saper le prestige de l'autorité de tutelle. Par exemple, à Léopoldville, au collège Albert Inet où j'étais employé, lorsqu'un larcin était commis, la police ne pouvait interpeller que des travailleurs noirs avec instruction précise d'amener directement au commissariat les présumés coupables, tandis que s'il s'agissait d'un blanc, le cas était réservé à la décision discrétionnaire de la direction du collège. Ainsi les vols, commis surtout à l'internat, étaient cachés aux yeux des employés noirs, mais nous finissions bien par en être informés, grâce aux policiers noirs qui avaient opéré l'arrestation. Il y a eu quelques cas de force majeure, où des blancs furent sanctionnés moins discrètement. Par exemple, Monseigneur Joseph de Hemptin, le fougueux vicaire apostolique, évêque d'Élisabethville, fut frappé durant la guerre d'une mesure d'assignation à résidence par ordonnance du gouverneur général, parce qu'il n'était pas possible de l'expulser vers la Belgique occupée par les Allemands. Il avait pris position contre les abus de l'effort de guerre, et il était par ailleurs pour l'intégration des deux communautés, blancs et noirs. Pour le gouvernement belge réfugié à Londres, comme pour la société coloniale, cet évêque représentait une menace dangereuse parce qu'il stigmatisait l'apartheid officialisé qui barrait la route à la progression de l'élite noire. Pourtant, il jugeait que les indigènes seraient incapables de s'administrer eux-mêmes avant longtemps. Une certaine opinion belge chuchotait malignement que Monseigneur de Hemptin devait sa réelle puissance politique et dogmatique au fait qu'il serait un bâtard de Léopold II. Il lui ressemblait en tout cas par sa stature imposante et sa longue barbe blanche. Le professeur Patrice Mufuta, qui semble bien connaître cet évêque bénédictin, le décrit comme ayant été négrophobe, car il s'en était pris au père Placide Temples, un franciscain qui avait osé publier que les Bantous possédaient un système de pensée, une philosophie et des valeurs humaines dignes de respect. Je doute, poursuit-il, qu'un tel homme ait pu prendre position pour les Noirs au point d'être frappé d'une mesure d'expulsion du Congo. La vraie cause devait probablement être liée à ses prises de position vis-à-vis des Allemands,
car ces pauvres Noirs, il n'avait pas su les défendre en 1942, au stade de l'Union minière à Eville, lorsqu'il avait assisté à un meeting revendicatif réprimé par les balles des capitalistes, dont il était lui-même. Par contre, l'éditeur d'un grand quotidien katangais fut expulsé d'Élisabethville juste après la guerre, pour avoir refusé de révéler l'auteur d'un article jugé tendancieux, publié dans son journal. Plus tard, quand l'auteur de l'article visé, un haut fonctionnaire de l'administration coloniale, se dévoila, il fut à son tour expulsé. À son départ pour la Belgique, il déclara qu'il partait la tête haute pour avoir eu le courage de dénoncer des abus qui se pratiquaient impunément dans la colonie. Quant à M. Capras, directeur du quotidien de Léo Le Courrier d'Afrique, il fut également victime de ces critiques acerbes à l'endroit de l'autorité coloniale en général durant la guerre, et du commandant en chef de la force publique, le général P.R. Mince en particulier. Pour sauvegarder ma dignité personnelle, j'ai préféré briser ma plume que de l'asservir, déclara-t-il à son départ. Ce sont là des cas connus du public, s'agissant de personnalités haut placées, et particulièrement de journalistes, et la presse a dû dénoncer ces affaires. Mais à la même époque, plusieurs méfaits de nature diverse se sont passés en sourdine. Quelques années après l'indépendance, j'eus l'occasion de visiter la sucrerie de Mourbec, Kwilu Ngongo, invité par la direction. Pendant mon séjour là-bas, le directeur me dit un jour de faire un tour dans les cités pour m'entretenir librement avec les travailleurs. Il me recommanda un clerc qui pouvait me guider. Dès mon arrivée chez celui-ci, un agent européen entra et me dit qu'il m'avait entendu parler avec le directeur, et qu'il avait des choses à me confier, en ma qualité de journaliste. Et il nous raconta le calvaire qu'il avait vécu au Katanga lorsqu'il était agent de l'Union minière, pour n'avoir pas obtempéré à plusieurs rappels à l'ordre de la direction à cause de sa fréquentation des Noirs. Il fut renvoyé en Belgique, traité comme malade et porté sur une civière, affublé d'un médecin traitant. À l'escale de Ndolo, Léo, même scénario. Placé sur la civière dans la salle d'attente avant de continuer sur Bruxelles où il fut mené en ambulance dans une cachette pour y subir un lavage de cerveau à l'insu des membres de sa famille. Sa libération, beaucoup plus tard, fut conditionnée par un motus et bouche cousue de sa part et par son renoncement à tout droit sur son épouse, à qui l'UMHK avait procuré un emploi lucratif pour lui permettre de vivre indépendamment de lui. À cette époque trouble de la guerre, le bruit circulait que 2 hommes étaient tenus à l'œil dans la province du Katanga, pour avoir osé évoquer ce dont aucun autochtone ne rêvait encore, l'émancipation des Noirs. René Chiboibois et Liévin Kaloubi, alias Belchika, considérés par l'autorité comme des agitateurs illuminés alors qu'il s'agissait de personnes de vaste culture, anciens séminaristes condisciples de l'abbé Charles Mbouya. Ils avaient une telle réputation qu'un beau jour de 1948, selon un témoin oculaire, Liévin Kaloubi amena un de ses fils visiter le séminaire de Kaboué où il avait été formé, et ils furent accueillis par une haie d'honneur de tous les séminaristes, grands et petits. Après sa visite, ce fut un jour de congé pour toute la population des lieux. Bien plus tard, en 1960, Kaloubi Belchika fut élu sénateur sur la liste du MNC Kalonji et il siégea au Parlement pendant la première législature. Des dizaines de milliers de membres de sectes politico-religieuses comme le kimbanguisme, le kitawala, le mpéadisme, le dieudonnisme ont été déportés loin de chez eux, dans des endroits hostiles et inhospitaliers. Entre-temps, un certain Dr Toussaint, belge, eut le premier l'initiative courageuse de créer à Léo un mouvement syndical, où beaucoup de Noirs allaient apprendre l'exercice de leurs droits fondamentaux bafoués. Ce mouvement a été vite étouffé dans l'œuf, et son initiateur, accusé d'être agent communiste, fut expulsé aussitôt. La force publique. Il me paraît instructif pour la majorité des Congolais, qui ignorent ce passé récent et glorieux qu'ont vécu leurs parents et grands-parents à travers la force publique, de rappeler que durant les 2 dernières guerres mondiales des soldats noirs ont porté les drapeaux belgo-congolais de victoire en victoire, d'abord en 1914 à 18 à travers Afrique orientale, qui était allemande, puis en 1940 à 45 dans le Sahel où la force publique fut appelée en renfort par les Français et les Britanniques, et finalement en Égypte, au Moyen-Orient et en Asie.
Les noms de plusieurs artères de Kinshasa symbolisent les trophées remportés au cours de combats meurtriers menés pour libérer l'Afrique et le monde du fascisme mussolinien et du nazisme hitlérien. Dans les communes Barumbu et Kinshasa, on trouve Kato, Uzok, Dodoma, Mahenge, Kigoma, Kitega, Nyanza, Kabambare et j'en passe qui sont nos victoires de 1914 à 18. Dans la commune Kasavubu, Assosa, Birmanie, Éthiopie, Gambela évoquent nos combats de 1940 à 45. Il y avait aussi dans la commune de la Gombe, l'avenue Tombeur de Tabora. Lira ci-dessous son histoire. Mobutu la débaptisa en faveur de son ami le président Tombalbay. Le noyau de la force publique fut créé sous l'État indépendant du Congo, pour combattre les esclavagistes arabes qui razziaient l'est du pays. Aujourd'hui encore existent de multiples villages ou quartiers urbains désarabisés dans cette région, notamment à Kisangani sur la route qui conduit aux chutes Wagenya. On recruta diverses ethnies, mais en majorité des Bangalas. Ensuite, la force publique fut chargée de la police territoriale pour la sécurité des populations et de leurs biens. En 1914, l'Allemagne possédait en Afrique plusieurs colonies, près de nous, le Rwanda et l'Urundi, mais aussi le Cameroun et le Togo, le sud-ouest africain, aujourd'hui Namibie, le Tanganyika et Zanzibar, devenu la Tanzanie. Provoquant la guerre en Europe, où ils envahissent la Belgique et en occupent presque tout le territoire, ils subissent aussi une réplique dans leur possession d'outre-mer. Malgré la proposition faite par le roi Albert Ier de Belgique d'assurer la neutralité du Congo, les Allemands attaquent les premiers la rive ouest du lac Tanganyika, à Albertville, Kalemie. Selon Valentin Kaïla, le Congo entre alors dans la guerre avec 15 000 hommes de troupes congolais sous les ordres du général Tombeur, avec le concours du colonel Molitor et du lieutenant-colonel Olson. Ce corps expéditionnaire congolais marcha de victoire en victoire et chassa les Allemands de leur possession. Les troupes congolaises s'emparent de Changugu, Rwanda, entre le 18 avril 1916 et la fin juin de la même année. Avec la prise de Kitega et d'Usumbura, les troupes congolaises libèrent le Rwanda et l'Urundi. Le corps expéditionnaire marche ensuite sur ce qui est aujourd'hui la Tanzanie. Au-delà de Nyanza le 15 juillet, c'est Kigoma le 28 après Uzok. Après cette dernière bataille victorieuse, les Congolais occupèrent les périmètres qui entourent la ville de Tabora. Mais le 19 septembre 1916, les Allemands, sentant leur défaite face aux brigades congolaises, évacuèrent sans combattre. Nos troupes pénétrèrent dans Tabora le même jour et délivrèrent les Alliés internés. Elles hissèrent les drapeaux belges et congolais sur la place publique. La victoire fut finale et totale. En 18 jours de combat, la force publique a pris Tabora, seconde ville importante de la colonie allemande, à la grande surprise de nos alliés anglais d'ailleurs. Aussi, en 1917, les Britanniques sont contraints de faire appel aux forces belgo-congolaises 30. Le colonel Huyck concentre ses troupes à Dodoma et à Kilosa, au sud-est de l'Afrique orientale allemande. Malgré un terrain difficile, il prend Mahenge le 9 octobre 1917. Ce qui reste des troupes allemandes se réfugie au nord du Mozambique portugais. La campagne d'Afrique est terminée, au prix de la mort de 257 Belges, mais de celle de 2500 soldats et 20 000 porteurs indigènes. Les succès de nos forces coloniales seront récompensés par une tutelle belge sur le Rwanda et l'Urundi, accordée en 1922 par la Société des Nations et puis confirmée par l'ONU. C'est la Belgique, non le Congo, qui a reçu ces territoires en guise de butin de guerre alors que c'est la force publique congolaise qui a combattu. Si nos hommes politiques avaient été prévoyants et habiles, ils auraient pu, lors de la lutte pour l'indépendance, s'unir tactiquement à des leaders de ces pays, afin de les annexer purement et simplement, le 30 juin 1960, comme l'Angola l'a fait avec l'enclave de Cabinda, et le Maroc avec le Sahara occidental. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, le Congo et son peuple dynamique n'ont pas manqué, comme en 1914 à 18, de se mettre en vedette aux côtés des Alliés, pour une guerre qui ne les concernait que de loin, contrairement à d'autres colonies. À la veille de cette guerre, le Congo belge disposait de 18 000 hommes sous les drapeaux et de 4 000 porteurs congolais. Le 1er janvier 1941, le général Paul Hermins, par ailleurs vice-gouverneur général, VGG, en prit le commandement. En février 1941, des unités de la force publique quittent le pays par le Soudan et après 1700 km de marche forcée,
elles atteignent le massif éthiopien, qu'on appelait Abyssinie à l'époque. Ce territoire du Négus Haïlé Sélassié avait été conquis en 1936 par l'Italie. Les Congolais s'emparent le 11 mars d'Assosa, avec le concours d'un bataillon britannique. Puis ils franchissent encore, en 11 jours, 1100 km et se lancent avec les forces britanniques dans la bataille pour s'emparer de Gambela, qui tombe le 23 mars. Le forcing est ensuite exercé par les Belgo-Congolais contre Sayo, où 9 généraux italiens, dont le généralissime italien Gazzera en personne, capitulent le 3 juillet 1941, entre les mains du colonel Gilliard, commandant cette opération de la force publique. Ils sont faits prisonniers ainsi que 370 officiers, 2574 sous-officiers et soldats italiens et 3533 soldats et irréguliers noirs au service de l'Italie. La force publique a aussi mis sur pied un hôpital de campagne, dirigé par le colonel médecin Thomas et déployé sur divers fronts d'Afrique et du Moyen-Orient, aussi en Somalie, à Madagascar puis à Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka et en Birmanie. Il comptait une vingtaine de médecins et chirurgiens belges aidés de 400 Congolais, assistants médicaux et infirmiers diplômés. Les services rendus par cet hôpital ont valu aux Belges et aux Congolais des félicitations de partout, comme celle de Lord Louis Mountbatten, commandant suprême des forces alliées dans le sud-est asiatique. Au moment où l'hôpital belge de campagne quitte le commandement sud-est asiatique pour retourner en Afrique, je désire vous exprimer combien j'ai apprécié les services rendus par cette unité depuis le jour où elle rejoignit ce commandement en juillet 1944. Sa participation aux opérations fut réalisée de manière exemplaire. Elle laisse ici le meilleur souvenir. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir transmettre au commandant de l'hôpital de campagne et à tous ses membres mes félicitations pour leur travail. 33. Répondant à la sollicitation du haut commandement des Alliés, les premiers soldats d'un corps expéditionnaire congolais sont partis au Nigeria en juillet 1942. Le groupe de chasseurs motorisés du Major Janssens s'embarque fin août à Matadi pour Lagos et se déploie au Dahomey, Bénin actuel, face au Togo, au même moment où les Anglo-Américains débarquent en Afrique du Nord. Le haut commandement des Alliés décida, au début de 1943, que le corps expéditionnaire congolais fit partie des forces du Moyen-Orient. Les Congolais traversent alors tout le désert du Sahara jusqu'au Caire, 6000 km, en moins de 2 mois, avec matériel et équipement. Ils vont remplacer en Égypte des troupes des USA, surveillant des terrains d'aviation et des camps de prisonniers. En même temps, ils suivent un entraînement intensif en vue de monter au front. Mais la situation stratégique évolue si vite en faveur des Alliés, que les troupes congolaises sont informées en août 1944 qu'il n'est plus utile de les engager en Europe. Heureusement ou malheureusement, cette décision priva les Congolais, qui s'étaient montrés brillants sur bien des fronts, de se battre sur le sol européen pour contribuer à la libération, voire à la réinstallation du gouvernement belge à Bruxelles, comme d'autres troupes d'Afrique l'ont fait, en Italie et en France notamment. Le général Janssens l'a regretté aussi puisqu'il écrit : nommé major à la fin de cette année, je fus envoyé au Caire et chargé de préparer l'intervention d'un autre corps expéditionnaire dont je fis partie, à la tête du 3e bataillon d'infanterie coloniale belge. Je séjournai ainsi en Égypte et en Palestine, et ensuite, en septembre 1944, je rejoignis les forces belges d'Angleterre puisqu'il était décidé que les troupes coloniales belges ne combattraient plus et puisque l'accès en Europe leur était interdit par le gouvernement belge de Londres. Ce fut une déception pour nous qui avions soutenu le moral de nos soldats noirs, en leur disant qu'ils seraient appelés à se battre en Europe pour délivrer le roi. Mais ces vues n'étaient pas partagées par notre gouvernement, qui redoutait la présence de troupes de couleur dans Bruxelles délivrées. Sans doute étais-je trop progressiste en méprisant dès ce temps-là la Color Bar. La Deuxième Guerre mondiale a ouvert aux Congolais de nouveaux horizons. Beaucoup de Noirs ont été enrôlés dans les corps expéditionnaires sur plusieurs fronts d'Afrique et d'ailleurs. Le personnel congolais était assimilé aux soldats de toutes les autres troupes et soumis aux mêmes règles et conditions de vie, uniformes, rations, etc. À leur retour au pays, quand on voulut réintégrer les vétérans au sein de la force publique, ils opposèrent une vive résistance à se voir imposer le régime discriminatoire en corps de règle au Congo. L'autorité coloniale décida de démobiliser immédiatement ces éléments devenus capricieux,
et elle les dispersa à travers le pays pour éviter la contagion de ses idées révolutionnaires, au sein de la force publique. Pas un seul monument, à ma connaissance, n'a été érigé en souvenir des vaillants soldats congolais tombés sur les champs de bataille. Mais la contribution des Congolais à la Deuxième Guerre mondiale a fait dire aux Belges. Nous pouvions être fiers de la brillante conduite, de l'héroïsme et des succès de notre force publique. Notons aussi que la force publique ne brillait pas que sur les champs de bataille. Elle faisait sensation sur les stades du monde par les performances de ses athlètes, comme le sergent Manguel au lancement du javelot, ou le caporal Bouana dans les courses de 400 et 1500 mètres. Nous partageons l'appréciation de Valentin Kaïla. Au vu de la ténacité des Congolais dans la défense des Alliés, nous pouvons dire que le Congo moderne ne manque pas de mains, mais bien de bons officiers et de bons dirigeants qui aiment ce pays. Mon service au groupe de chasseurs motorisés. À l'issue de mes études, je fus enrôlé dans la force publique le 15 janvier 1942 et affecté au groupe de chasseurs motorisés commandé par Emil Janssens, futur général commandant en chef. Notre groupe bataillon faisait partie de la première brigade du premier groupement commandé par le colonel Haas, dont l'état-major se trouvait à Éville. Nous campions près de Léo, sur la route de Matadi, à proximité du village Benseke, presque à la limite de l'actuelle zone de Mongafula. Au camp, j'étais l'homme à tout faire, secrétaire, moniteur, magasinier, vendeur à la cantine, intendant et tenancier de bar. J'y fis connaissance notamment d'un adjudant-chef nommé Steinmetz, chef des troupes de transmission, qui s'intéressait beaucoup à moi et me surnommait Mwana Nkongo, parce que je parlais mieux le Kikongo que le Lingala. Il m'invitait souvent dans sa cabane pour causer, ainsi qu'avec son boy domestique Louis Panzou, un mutek. Dans notre campement, selon l'usage à la force publique, plusieurs soldats vivaient avec leurs familles, parmi un grand nombre de célibataires qui dérangeaient constamment les femmes d'autrui. Beaucoup de celles-ci s'y prêtaient à cœur joie, et parfois avec le consentement de leur mari qui en tirait profit. Il y en avait même qui offraient leur épouse spontanément. Certaines avaient plusieurs concubins qui rivalisaient. Ils étaient appelés Tata Pocho parce qu'ils cédaient leur ration alimentaire à leurs amieux. Cette pratique était d'ailleurs courante même en ville, particulièrement chez les gens du Haut, Équateur et province orientale. D'autres prostituées venaient de la ville et s'installaient dans les quartiers de Boys à la demande de quelques blancs, dont mon ami Steinmetz n'était pas le moindre. Il en prenait parfois 2 en une soirée. D'ailleurs, lorsque les troupes partirent pour le front, il se plaisait à dire qu'il fallait toutes les engrosser avant leur départ. Quant aux kimbanguistes, condamnés à la relégation près de notre camp pour y effectuer divers travaux, il leur arrivait de vouloir nous convertir. Leur enseignement consistait à chasser tous les blancs du pays tout en retenant leurs femmes. Si on leur demandait ce que deviendraient alors nos femmes noires, ils restaient bouche bée. Notre commandant Emil Janssens, personnage controversé, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. À mon arrivée au camp, janvier 1942, je suis mise à la disposition de l'aumônier du groupe de chasseurs motorisés, le père Albert Humpers, un lazariste venu de la préfecture apostolique de Bikoro, lac Tumba chez les Ikonda. Il est sous-lieutenant et son bureau se trouve dans sa maison, non loin de celle du commandant du groupe qui lui aussi a installé son bureau là où il loge. Après quelques semaines, je suis appelé à partager mon emploi du temps entre les 2 logements, et même plus chez le commandant que chez l'aumônier. Un jour se présente au camp un blanc, agent sanitaire de Kenje, au Kwango, qui vient d'être mobilisé et affecté au groupe. Le commandant me dit d'aller lui désigner sa hutte. L'autre répond que ses bagages sont encore en ville, qu'il veut aller les récupérer d'abord puisque le logement est vide. C'est la guerre, rugit Janssens, si l'ennemi attaquait cette nuit, où est-ce que je vais vous chercher ? Le jour de notre arrivée ici nous avons tous couché par terre, vous ferez de même. Point trait. Chez le commandant, il n'y a pas de garde, ni rapproché ni posté. Il s'estime capable de se défendre tout seul en cas de besoin, sachant manier une arme mieux que quiconque. Il est pourtant très fier de ses hommes, il en fait l'éloge à chaque occasion. Un chasseur vaut bien 10 soldats d'un autre bataillon de la force publique. Le général Emil Janssens. Avec le recul du temps, je dois avouer qu'à cette époque de la chicotte, Janssens a été un progressiste. Un chef correct, autoritaire et ferme dans ses décisions mais impartial. Généralement,
ses subordonnés blancs ne l'aimaient pas beaucoup et préféraient servir dans d'autres unités, où il se sentait mieux considéré que par ce négrophile. Avec Janssens en effet, tous ces hommes, les blancs comme les noirs, devaient porter un même uniforme car l'armée ne peut tolérer deux catégories. Dans d'autres unités de la force publique, les blancs étaient en kaki américain, les noirs en kaki foncé et tissu plus lourd. Lorsqu'à 11 heures, le chef recevait le rapport journalier, tous devaient être dans un même rang par ordre d'arrivée. Si un blanc et un noir se querellaient, il les renvoyait dos à dos, parce qu'ils auraient dû venir soumettre leur litige ou leur doléance au chef avant de chicaner entre eux. Au sujet de ces rapports, je lui cède la parole. Il y a lieu de signaler une autre tradition en vigueur à la force publique, celle du rapport du commandant en chef. Quand celui-ci était amené à inspecter une unité, il était admis que tout militaire, quel que fût son grade, pouvait être entendu au rapport du général. Et les soldats ne se faisaient pas faute d'en profiter, ce qui établissait un contact direct entre le chef suprême et le plus humble soldat de deuxième classe. Janssens fut le premier à donner des sandales, puis des bottines et des pantalons aux soldats noirs afin de protéger leurs pieds, surtout lors de manœuvres en brousse. Avec lui, il y avait un début d'intégration. À cette époque, j'ai connu certains blancs qui, avec les Congolais, allaient chez les féticheurs pour obtenir de quoi se protéger la peau contre les balles meurtrières. Quant à moi, qui était tout le temps à côté du commandant, les Blancs voulaient me faire remplacer par un des leurs, pour raison de secrets militaires notamment. Invariablement il leur répondait « Ce garçon me donne entière satisfaction. Pour ce qui est des secrets, il est moins dangereux que vous qui pouvez entrer en contact avec l'ennemi. » Alors au camp, on me surnommait le fils du commandant. Lorsqu'en septembre de la même année notre bataillon partit pour le front, vers le Moyen-Orient, je fus consigné sur place à Benseke pour attendre le comptable du groupement qui devait venir des villes pour les inventaires réglementaires et prendre possession du patrimoine laissé par le groupe. Et c'est l'adjudant-chef Steinmetz qui fut désigné pour s'occuper sur place du rapatriement des familles des militaires vers leur milieu d'origine et de la liquidation du campement. Nos relations se renforcèrent davantage. Chaque soir nous devions nous rencontrer pour faire le point de nos démarches du jour. C'est au cours de ces entretiens qu'il me découragera d'aller rejoindre le bataillon au front, parce que la guerre c'est l'affaire des Blancs et non des pauvres Noirs. Il m'expliqua que ceux, nos pères, qui s'étaient battus durant la Grande Guerre 1914-18, n'avaient jamais été récompensés par la Belgique. Ce sera pareil cette fois, tu verras. Et à la fin il me dira « Il ne faut pas t'étonner d'entendre cela de ma bouche, car moi je vais me battre pour libérer mon pays et mes parents qui croupissent sous le joug des nazis. Mais toi, tu n'as rien à y gagner. » Après la guerre, le même Steinmetz est venu habiter une maison à côté de la grande salle des fêtes du collège Albert Iné où je travaillais. Il envoyait souvent son boy, Louis Panzou, pour m'inviter à venir tailler bavette et boire un coup avec lui. Un jour, je lui fis observer qu'il me dérangeait ainsi pendant mes heures de service. Il réagit en disant que mon service m'exploite, et que je n'avais pas à m'en soucier, car avec mon intelligence, je trouverais facilement du travail dans mon pays. Monsieur Steinmetz regrettait d'entendre parfois des Noirs dire que leur patron les aime. C'est faux. Le Blanc n'aime pas le Noir, mais il fait semblant pour l'exploiter davantage à cause de son rendement dont le patron est seul à tirer profit. Le Noir a intérêt à rendre service à son compatriote Noir qui, en cas de besoin, lui viendra aussi en aide. Tandis qu'un Blanc, lorsqu'il n'a plus besoin du Noir, le rejette simplement. Un Noir peut avoir rendu 10 ans de bons et loyaux services, mais lorsqu'il commet une gaffe, il est sacrifié impitoyablement. Même moi qui te parle, insista-t-il, parfois je t'invite à ma table ou à prendre un verre avec moi, cependant lorsque je me trouve parmi mes compatriotes blancs je t'ignore royalement. À la fin de la guerre, Janssens est rentré en Belgique. Il est revenu un peu plus tard, avec le grade de colonel, pour créer la base métropolitaine de Kamina, dont il fut le commandant, et où il résidait. Lorsque les premiers miliciens belges y sont venus pour effectuer leur service, une question de préséance s'est posée entre ces jeunes recrues et les gradés congolais travaillant à la base. Janssens trancha sans embâge. Militairement parlant, c'est le moins gradé qui en premier doit saluer le plus gradé. Prise de position qui souleva un tollé général parmi les coloniaux. Il a été considéré comme instigateur de mauvais esprits chez les Noirs. Peu après,
Il fut remplacé comme commandant de la base par le colonel Gesson. Entre-temps, le colonel Gilliard, le vainqueur d'Abyssinie devenu général, avait remplacé Paul Hermins à la tête de la force publique. Lorsqu'il prit sa retraite, c'est Janssens, au grade de général, qui fut rappelé de Belgique pour prendre la succession. Il dirigea la force publique avec beaucoup de maîtrise jusqu'en 1960. Il ne supportait pas la faiblesse des autorités politiques, devant la situation qui se dégradait. Dès l'annonce, le 27 janvier 1960 à la table ronde de Bruxelles, de l'octroi, sans condition ni garantie, de l'indépendance le 30 juin, les événements se bousculèrent de façon vertigineuse. Le gouvernement belge apparaissait dépassé et les autorités coloniales furent totalement désemparées. Principal responsable du maintien de l'ordre, le général Janssens s'est montré résolu à affronter l'avenir. L'ordre de troupes numéro 198 qu'il a diffusé dès le lendemain, tenait en ceci. L'indépendance du Congo sera prochainement proclamée et la force publique, force essentiellement congolaise, se doit d'être le soutien du nouvel État, comme elle a été le soutien de l'État indépendant de 1885 et du Congo belge de 1908. Il est bon que l'on sache que la force publique est au service du Congo, en abstant les formes de l'État ou du gouvernement. À cet effet, et des réceptions de la présente, le salut matinal au drapeau se fera aux couleurs congolaises et belges associées. Léopoldville, le 28 janvier 1960. Janssens, Eltegen CNC 42. À partir de ce moment, il s'est démené sans cesse, se rendant disponible partout où sa présence pouvait être salutaire. Déjà le 9 janvier 1960, quand des massacres avaient éclaté entre Hutus et Tutsis au Rwanda, il s'était rendu sur place et avait obtenu, en accord avec le Mwami Kigerive, que la situation se calme sans coup férir. À cette époque, le gouverneur général et les 6 membres congolais du collège exécutif général faisant une escale aérienne à Bujumbura, il était allé les saluer et avait reçu de leur part un soutien enthousiaste, et Anissé Kachamura, qui au sein du collège exécutif était compétent pour la force publique, lui demanda avec insistance d'accepter de devenir, après le 30 juin, le ministre de la Défense du Congo. Partout où la situation se dégradait, à Elisabethville, à Jadotville, à Stanleyville, à Matadi, il arrivait pour calmer la situation, soutenir le moral des troupes et sanctionner éventuellement les récalcitrants, les blancs comme les noirs. Le 23 avril, il fit une brillante déclaration devant le gouverneur général et les 6 membres congolais du collège exécutif général quant à l'avenir du Congo. Tous firent le meilleur accueil à ses idées. Il écrit notamment : après mon exposé, Kachamura se leva pour déclarer qu'il était entièrement d'accord avec moi, et Lumumba termina la série des appréciations en me remerciant de mes paroles franches et claires et en signalant que son ami Nkrumah avait aussi conservé un cadre blanc pour son armée, et qu'il en serait donc de même dans le nouveau Congo. 43. Cette déclaration de Lumumba fut à la base de la colère des soldats, le prélude à la débâcle de la force publique. La création d'un nouvel État pose inévitablement des problèmes d'ordre moral et psychologique. Le général coiffa le tout par l'ordre du jour du 20 juin 1960 qui dit : officiers, sous-officiers, gradés et soldats. Nous avons été la force du vieux Congo indépendant, nous sommes la force du Congo d'aujourd'hui, et à partir du 1er juillet, nous serons la force du nouvel État indépendant du Congo. Dès ce moment, nous obéirons tous au gouvernement congolais avec le désir de servir le pays comme nous l'avons toujours servi, c'est-à-dire avec fidélité, discipline, courage et efficacité. 44. Le jeudi 23 juin 1960, à 20h, le général Janssens se rendit accompagné du colonel Van Orebek, chez Lumumba, déjà nommé Premier ministre et ministre de la Défense, pour le féliciter et lui rappeler sa déclaration du 23 avril. Lumumba l'interrompit en lui disant qu'il se souvenait fort bien de l'exposé, et qu'il avait le plaisir de répéter encore à présent ce qu'il avait répondu alors, à savoir que la force publique était bien l'armée nationale du Congo et qu'elle devait rester sous les ordres du général Janssens. Lumumba accepta le projet de déclaration qu'avait alors rédigé le général, et il le mit en poche. Ils burent en bonne entente le verre de bière de l'amitié et se séparèrent sans souci du lendemain. Malheureusement,
le comportement de certains dirigeants congolais a pris une tournure mélodramatique. Après le 23 juin, des leaders politiques se mirent à inviter chez eux des militaires pour les exciter contre les Belges et les appeler à prendre leur place. Par exemple, se camouflaient le 28 juin à l'endroit du général, qui raconte. Tandis que Niembo et moi nous parlions au quartier général, le nouveau ministre de l'Intérieur congolais, CHR. J'ai fait une visite opinée à mon domicile et exprime à ma femme son désir de nous voir vider les lieux pour qu'il puisse s'installer chez nous. On ne peut être plus gentil. Mais ceci était peu de choses à côté des lettres que les femmes européennes recevaient alors, et qui leur annonçaient à quels Congolais elles seraient destinées le jour de l'indépendance. Il est soulagé, le 29 juin, après le dernier hommage rendu au drapeau belge au camp Léopold, suivi de la présentation à la troupe du nouveau drapeau congolais. Le même jour, Lumumba me téléphone pour me présenter ses excuses au sujet des visées du ministre de l'Intérieur sur ma résidence. Vous savez bien, général, ajoute aimablement Lumumba, que vous êtes des nôtres et que nous désirons vous garder. 46. La carrière de Janssens se termina comme un cauchemar pour lui, quelques jours après l'accession du Congo à l'indépendance, à cause de sa célèbre déclaration, faite de bonne foi mais malvenue et mal interprétée, qui est devenue le symbole du colonialisme le plus réactionnaire, avant l'indépendance égale après l'indépendance. En réalité, il voulait dire que quels que soient les changements intervenus à la tête du pays, le devoir d'un soldat est d'obéir à l'autorité légitime, en l'occurrence le Premier ministre, qui était aussi ministre de la Défense, P. Lumumba. Ce dernier sut exploiter habilement la révolte des militaires, dont il était la véritable cible, pour la détourner vers le général en chef. Ainsi, pour beaucoup d'historiens, c'est Janssens qui passe pour le provocateur de la mutinerie de la force publique en juillet 1960, cause principale de la débâcle des Blancs qui a plongé le Congo dans la ruine dont nous ressentons encore toujours les conséquences néfastes. Le 4 juillet, le général Janssens dégrade personnellement un sergent comptable qui proclamait à qui veut l'entendre que le règne des Blancs est terminé et qu'en conséquence il ne faut plus leur obéir. Mais à 19h30, il est surpris d'entendre un communiqué diffusé par Radio Léo qui annonce qu'une commission est créée par le gouvernement en vue d'organiser la future armée nationale congolaise, et que ses conclusions seront rendues exécutoires dès qu'elles auront été déposées. Le lendemain matin, après avoir signifié un avertissement formel à M. Niembo, secrétaire d'État à la Défense, en prédisant que si des ministres critiquent encore des officiers devant les soldats, cela mènera tout droit à la sédition militaire, le général réunit au quartier général tout le personnel, officiers, sous-officiers, gradés et soldats pour leur confirmer le point de vue qu'il a toujours défendu. Le militaire a une caractéristique spéciale qui l'oblige à obéir au chef en toutes circonstances. Le mercredi 7 juillet, dès 7h30 du matin, Lumumba arrive au camp Léopold, où les officiers ont eu beaucoup de peine à rassembler les troupes. Il est suivi par le général et son chef de cabinet, le colonel Van Orebeck. Après avoir passé les troupes en revue, le Premier ministre leur annonce que chaque gradé et soldat sera promu à un grade supérieur, et il ajoute qu'on doit obéir au général. Mais puisqu'il avait dit auparavant que les chefs seront noirs, il est hué par la troupe qui crie Loukoutal. Mensonge. Son départ du camp a été pénible. Dès ce moment, les soldats du 13e bataillon se débandent et envahissent la ville. Entre-temps, le Conseil des ministres va siéger sans discontinuer. Tout le monde y passe. L'ambassadeur belge Van den Bosch par 2 fois, mais aussi les mutins. Pas le général, qui attendait vainement dans le couloir. Il rentre en fin de matinée au quartier général, où circule déjà le bruit de sa démission. Voici ce qu'il raconte. Malgré ce qui précède, je continue à exercer mon commandement jusqu'à 16h50, moment où un coup de téléphone du cabinet de Lumumba annonce au QG de la force publique que je dois remettre le commandement à l'officier le plus ancien présent au QG. Cet officier est le lieutenant-colonel Temmermans. 47. Se sentant abandonné de tous, gouvernement congolais comme autorité belge, le général Janssens dut quitter le Congo via Brazzaville le 9 juillet 1960. Il conclut : c'est ainsi que j'arrivai le 11 juillet, dans l'après-midi, à l'aéroport de Bruxelles National, personne n'était là pour m'accueillir. Je devenais celui qui,
par la sédition de la force publique, avait fait échouer la politique d'indépendance accordée contre l'avis de toutes les compétences coloniales à un peuple encore sauvage. Cette injustice me révolta au point que je décidai de marquer d'une manière irrécusable et publique ma désapprobation à la politique suivie par le gouvernement. Le roi Léopold II, en donnant le Congo aux Belges, avait dit à ses intimes, pourvu qu'ils ne me le cochonnent pas. Eh bien sire, ils vouaient l'ont cochonné. C'est cela que j'ai été dire, place du trône, devant la statue du géant, du fondateur d'Empire qui de son vivant devait se tenir courbé dans l'entresol belgique. 48. En 1985, Janssens figura parmi les personnalités invitées avec le roi Baudouin, par Mobutu pour célébrer le 25e anniversaire de l'indépendance du Congo. Interrogé à cette occasion par les journalistes, toujours égal à lui-même, il confirmera sans embâche sa déclaration de juillet 1960 dans l'hilarité générale. Le voyage du prince régent. Après la guerre de 1940 à 45, le Congo belge était en ébullition, secoué par une vague de mouvements d'idées et de mises à jour politiques et sociales, comme tant d'autres régions du monde et en particulier les pays sous-développés qui avaient contribué dramatiquement à l'effort de guerre. Le G.G. Perickmann, qui avait assumé la lourde responsabilité de diriger la colonie dans ces conditions très délicates, réclama que le Congo soit récompensé pour les sacrifices consentis. Le voyage du prince régent a effectivement coïncidé avec quelques initiatives encourageantes. La création de l'Office des cités africaines, OCA, pour fournir aux autochtones un logement plus décent à des conditions abordables, le Fonds du bien-être indigène, FBL, afin d'améliorer le développement matériel et moral de la société coutumière, la Caisse d'épargne Cadeco en vue de stimuler auprès des autochtones l'esprit d'économie, les syndicats pour travailleurs noirs, le plan décennal, comportant une série de mesures en faveur des colonisés, etc. Pierre Stéphanie écrit à ce sujet. Le gouverneur général honoraire était plus que quiconque conscient de nos devoirs. Il parlait de la créance à laquelle la Belgique devra faire honneur, sachant que, à toutes nos réalisations, les Noirs ont collaboré par leur humble et multiple labeur. À l'époque coloniale, chaque officiel belge qui venait au Congo, notamment dans la force publique, se voyait promu au grade supérieur. Le prince Charles n'a pas échappé à la règle. Parti en uniforme de colonel, il revient en uniforme de lieutenant général. 50 ce n'est pas tout. C'est toujours P. Stéphanie qui témoigne. Pierre Rickman prêta au prince son casque colonial et ses parements de son grand uniforme de cérémonie, accessoire qu'il était apparemment impossible de préparer à Bruxelles à temps pour le départ. À quoi on ajouta, à la veille de l'embarquement, le grand cordon et la plaque de l'ordre de l'Étoile africaine. Ainsi paré, le frère de Léopold III effectua un séjour très réussi, il prononça de nombreux discours. C'est au cours de ce périple que le prince Charles prit l'arrêté changeant le nom du chef-lieu de la province du Kivu. Kostermansville tenait son nom d'un pionnier qui, pensionné en Belgique, s'était compromis avec l'occupant allemand. Ce fut l'occasion de donner à ce centre son nom indigène authentique, Bukavu. Mouvements et associations. À Léopoldville particulièrement, mais aussi ailleurs dans le pays, fonctionnaient de multiples associations congolaises avec des objectifs divers. Elles ont joué un rôle important en ce qui concerne l'entraide mutuelle au sens large. Maladie, deuil, mariage, naissance, l'encadrement des membres de l'ethnie nouvellement débarqués dans la ville, l'organisation de manifestations culturelles traditionnelles et récréatives, danse, lutte, le renforcement des liens d'amitié et de solidarité, le règlement pacifique des conflits entre membres en lieu et place des juridictions compétentes, et cela à la satisfaction de l'autorité coloniale. Quant au cercle des évolués, on y tenait des conférences, des bibliothèques où l'on pouvait développer ses connaissances, s'ouvrir de nouveaux horizons, voire poursuivre des études. Bref, tout le monde se sentait impliqué dans l'une ou l'autre des organisations existantes. Car l'homme noir ne peut être heureux qu'au sein de sa communauté, faute de quoi il n'a jamais la paix au cœur. Il est très intéressant de décrire les plus importantes. Commençons par la Bako, qui a fait beaucoup parler d'elle. Le fondateur en fut Edmond Nzeza Nlandu, en collaboration avec quelques compatriotes et amis. Des Bakongo comme Dominique Ndinga, Simon Nzeza, Pierre Canon, Simon Tezo, Thomas Makuza,
et des Congolais comme Gaston Midu, Muyanzi, Xavier Mangala, Mupande, André Mwaku alias Mbuta Mbuta, Muyaka et Joseph Mbungu, Muluba. Ils étaient en majorité d'anciens élèves des pères jésuites de la mission du Kwango. Celle-ci englobait les vicariats apostoliques de Kisantu, dans le Bas-Congo, et du Kwango dans l'ancien district du même nom, qui couvrait l'étendue de l'actuelle province de Bandundu, à l'exclusion du district du lac Léopold II qui faisait partie du vicariat de Léopoldville, père de Descheut. Est l'Association des Bas-Congo pour l'unification, la conservation, l'expansion et le perfectionnement de la langue kikongo en Afrique centrale, pour synthétiser les multiples... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.